Le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, se rend au Conseil de l'Entente pour une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Comme d'habitude, il se déplace dans sa voiture officielle, une Renault 5. Il est un peu plus de 16h30 lorsque le charismatique Thomas Sankara ainsi que 12 de ses compagnons sont exécutés. À ce jour, les conditions précises de son assassinat ne sont toujours pas élucidées. Dans l'immédiat, ce n'était pas une erreur pour ceux qui l'ont tué parce qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas l'enfermer. On l'a déjà enfermé, ils ont vu ce que ça a donné. Alors, tant qu'il est vivant, il y aura ses partisans et il va sortir de prison un jour. Et quand il va en sortir, il sera plus grand. Donc, il fallait le tuer. Les valets locaux, les paresseux, les paresseux, il n'arrive pas en disant « tout commence avec moi ». Non, il le dit clairement, je suis l'héritier aussi bien de Cabral, quand Cabral dit « la culture est fondamentale dans la lutte pour l'émancipation des gens », parce que la lutte contre l'oppression, la lutte pour la liberté commence d'abord par l'émancipation de l'esprit. Sankara dit « je suis l'héritier de Nkrumah » quand Nkrumah dit « l'Afrique doit s'unir ou périr ». Sankara dit « je suis l'héritier de Lumumba » parce qu'il faut tout reposer aujourd'hui, il faut réfléchir à tout, repenser tout par nous-mêmes de nouveau. Mais Sankara dit aussi, je suis l'héritier de toutes les luttes qui sont passées dans le monde. Il faut avoir la mémoire et à partir de cette mémoire-là, construire l'avenir. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans, loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique, combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Après 3 mois de négociations, la conférence de Berlin se termine le 26 février 1885 par un accord signé en présence de 14 nations européennes et des États-Unis. Il réglemente la navigation et le commerce depuis les côtes jusqu'à l'intérieur des terres africaines et codifie l'occupation ou l'annexion de nouveaux territoires. À Berlin, ce sont les règles du dépeçage de l'Afrique qui sont ainsi posées, mais aussi toute la configuration géopolitique du continent africain avec ses frontières actuelles, sans qu'aucun des peuples ou des rois africains n'ait été informé ni consulté. Durant la colonisation, des Africains se sont dressés contre les colonisateurs. Ils ont été bien souvent battus. Et nous savons que même des Africains ont trahi d'autres Africains. Et cela a été bien généralement ce sur quoi le colonisateur s'est appuyé. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Pour coloniser le Burkina Faso, il a fallu amener des Africains d'autres régions qui, eux, étaient déjà considérés comme ayant franchi le pas, le saut qualitatif pour entrer dans la colonisation. Ils disaient Yabon Banania déjà, eux. Ils étaient plus avancés, plus évolués. Ils pouvaient les utiliser pour coloniser d'autres et ainsi de suite. Le rouleau compresseur était initié. Les années 60, ce sont les années de l'espérance, avec l'accession de la plupart des pays à l'indépendance.
La décennie des années 60, c'est la décennie de la lutte contre le sous-développement. Et il y a quelques résultats. Au niveau économique, par exemple, certains pays enregistrent des taux de croissance de 6 à 7%. Ensuite, les années 70, ce sont les années de ce que j'appellerais le mal développement. On voit ici et là de grandes réalisations, mais tous les signes du mauvais développement sont déjà là. Nous avons à peu près, à l'époque, un médecin pour environ 100 000 personnes. Vous avez moins de 25% de la population qui a accès à l'eau potable. La mortalité infantile, c'était l'une des plus élevées du monde. Vous avez le poids de la dette qui était excessif, qui pesait vraiment sur ce pays. Et vous avez une administration qui est complètement alors gangrénée par la corruption, par les détournements de fonds et avec en prime l'impunité qui a pignon sur rue. On parlait beaucoup de Thomas Sankara. Je parle de 1979 à peu près. Il était à l'époque à la tête en quelque sorte des commandos d'élite à Pau. Et donc on parlait de cette brigade de parachutistes qui avait une énorme influence sur le pays. Il y avait déjà eu des manifestes du ROC, c'est-à-dire le rassemblement des officiers communistes, qui s'était constitué avec d'ailleurs Sankara, Compaoré et d'autres camarades, et qui avait diffusé un certain nombre de documents, et on en parlait beaucoup. C'est quand le colonel Cézerbo a pris le pouvoir des mains du général Lamizana qu'il a été appelé comme secrétaire d'État à l'information auprès du colonel Cézerbo. Il y est allé, bon, de mauvais gré, il n'a pas voulu, mais ça a été un ordre. Il était un peu la vedette principale de ce gouvernement, et pour les observateurs étrangers que nous étions, il paraissait comme la figure montante et destiné, bien entendu, à avoir un rôle politique important dans le pays. En obéissant à l'ordre qui lui a été donné d'entrer dans le gouvernement, il avait donné un délai. Et il disait qu'à l'issue de ce délai, il se retirerait. À l'issue du délai, il a demandé à être libéré de sa mission, de ses fonctions, ce que la hiérarchie n'a pas voulu entendre. Il a claqué la porte, si on peut s'exprimer ainsi, pour dire malheur à celui qui bâillonne son peuple. Donc c'est étant à Dédougou qu'il a été sollicité par ses camarades, jeunes officiers, pour opérer un coup d'État qui a amené au pouvoir le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, à la tête donc du Conseil de salut du peuple. On voyait clairement se dessiner deux camps. Par exemple, vous avez à l'époque le président qui était Jean-Baptiste Ouédraogo. Quand vous écoutiez son discours, qui est un discours soft, à la limite convenable, entre griffes, libéral, de l'autre côté, vous avez le discours de son premier ministre, qui était à l'époque un capitaine qui s'appelait Thomas Sankara, qui était un discours suffisamment musclé, progressiste, nationaliste. Né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés s'est voulu tout d'abord comme une force affirmant notre droit de pays et de peuple souverain à choisir librement et sans inféodation nos propres voies pour le progrès de nos peuples, à choisir librement nos amis dans le monde sur la base de leur attitude concrète devant l'aspiration de nos peuples à la libération du joug colonial, néocolonial ou raciste, à l'indépendance, à la sécurité, à la paix et au progrès économique et social. Lui éviter la sclérose que l'impérialisme et le néocolonialisme affolés tentaient de lui imposer par les chantages économiques et politiques. Son discours correspondait en ce moment-là à l'aspiration de la majorité du peuple. Et je crois que c'était un Premier ministre flamboyant qui effaçait, il éteignait même l'action de son chef. Il n'y a rien de commun en effet entre les deux hommes, ni dans les idées, ni dans leurs personnalités respectives.
Si Jean-Baptiste Ouédraogo choisit alors Thomas Sankara comme Premier ministre, c'est uniquement en raison de la pression de la rue. Sankara était en effet déjà populaire, notamment auprès des jeunes, bénéficiant d'une image d'homme de progrès. Mais très vite, le décalage entre les actions du président et le discours révolutionnaire du Premier ministre est tel que son limogeage est exigé et obtenu par l'aile droite du Conseil du salut du peuple. Le 17 mai 1983, Thomas Sankara est mis aux arrêts 4 mois seulement après son entrée en fonction. Il est libéré quelques jours plus tard grâce à la pression de la rue et des manifestants. Sankara, son frère adoptif Blaise Compaoré et des jeunes militaires préparent la révolution. Sankara symbolisait pour toute notre génération une Afrique qui osait relever un peu la tête. Parce que souvenez-vous, quand Sankara émerge, l'Afrique est en proie à la désespérance. Les années 80, ce sont les années de la corruption généralisée, de la famine, des guerres qui émergent. Et là, tout d'un coup, il y a Sankara qui émerge et qui dit, avec des paroles simples, mais aussi fortes, que la famine, ce n'est pas une fatalité, les guerres ne sont pas des fatalités, la corruption n'est pas une fatalité. La jeunesse était suffisamment mûre. De là est partie, en réalité, cette révolution-là. Et ce qui fait que ceci, les forces militaires que l'on pourrait considérer progressistes, en alliance avec un certain nombre de forces de gauche, ont pris le pouvoir le 4 août 1983. Quand il est arrivé au pouvoir le 4 août, je crois que pour nous, jeunes en plus, c'était un juste retour des choses. Parce que c'était lui qu'on voyait. Portés par leurs partisans, Thomas Sankara et ses compagnons d'armes Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lingani et Henri Zongo prennent le pouvoir. Depuis l'indépendance, le 5 août 1960, la Haute-Volta vit au rythme des coups d'État. Celui-ci se fait sans effusion de sang. Le président Ouédraogo est arrêté puis libéré 2 ans plus tard. À ce jour, il est toujours médecin dans une clinique de Ouagadougou. Aussitôt au pouvoir, les nouveaux leaders installent le Conseil national de la Révolution. Thomas Sankara est nommé président, un gouvernement est constitué. Depuis 20 ans, la France avait regardé sans broncher les différents coups d'État se succéder en Haute-Volta. Mais cette fois-ci, à Paris, le gouvernement et les services secrets s'inquiètent de l'arrivée au pouvoir de cette révolution ouvertement marxiste. Du leader Thomas Sankara, ils connaissent certes ses discours enflammés comme secrétaire d'État à l'information ou comme Premier ministre. Mais surtout, ils savent son intérêt pour les révolutions marxistes, en particulier celle de Madagascar, qu'il a pu découvrir lorsqu'il était en formation sur la Grande Île. Nos objectifs se limitent à des prétentions bien simples, bien élémentaires, à savoir nourrir d'abord chaque Burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir et également lui donner la possibilité de son épanouissement culturel, de son expression quotidienne. Mais pour réaliser tout cela, nous avons besoin de programmes économiques, de programmes culturels, de programmes politiques et même de programmes de sécurité. Car je crois que vous comprenez très bien que tout le monde n'applaudit pas lorsque l'on parle de Burkina Faso, lorsque l'on parle de voie révolutionnaire, c'est-à-dire d'un non-conformisme par rapport à ce qui a été établi jusque-là et que chacun connaît. La principale tentative d'assassinat a été réprimée. Les auteurs ont passé devant un tribunal militaire et il y a eu des sanctions. Il y a eu quelques exécutions et c'était surtout des sanctions, des emprisonnements. Et il y a eu des libérations aussi, il y en a qui ont été relaxés. Mais il y a révolutionnaire et révolutionnaire, parce qu'il y avait une authenticité et surtout une intelligence et une volonté chez Thomas Sankara, parce qu'on a connu des gens qui étaient marxistes par mode. Ils étaient marxistes parce qu'il fallait être marxiste pour avoir un certain standing à ce moment-là, mais ce n'étaient pas des gens qui avaient un discours authentique, c'était des gens qui ne pouvaient que redire des slogans. Pour soutenir sa révolution, Thomas Sankara cherche des alliances, en particulier auprès du président ghanéen Jerry Rawlings, du leader sandiniste Ortega, du libyen Kadhafi et de l'Union soviétique. Le contexte géopolitique lui est favorable. Les pays voisins comme le Ghana, le Bénin ou le Congo
ont adopté le socialisme pour modèle politique. Les pays du mouvement des non-alignés sont sensibles à la fougue de ce jeune militaire qui exprime avec force et conviction les rêves qu'il habite depuis les années 70, des rêves qu'ils sont nombreux à partager avec lui. Si la révolution de Sankara soulève espoir et enthousiasme en Haute-Volta et dans de nombreux pays, il doit rassurer en particulier ses voisins sénégalais, maliens, ivoiriens, mais aussi et surtout la France. En effet, si les années 60 sont synonymes d'indépendance en Afrique de l'Ouest, Paris continue de décider du sort de ses anciennes colonies. Il est arrivé au pouvoir dans le cadre d'une volonté, disons, révolutionnaire, et il a signifié ça de façon très spectaculaire par le changement du nom du pays. C'est ainsi que, comme vous verrez, le Burkina avant s'appelait Haute-Volta. Le pays est devenu Burkina Faso, qui veut dire le pays de l'homme intègre. Et donc, à ce moment, on mettait beaucoup en relief l'honneur, la justice. Donc, on combattait la corruption. Puis très vite, il a mis en place une espèce de train de transformations importantes, une politique en direction en particulier de la femme, sur laquelle il avait beaucoup insisté, la lutte contre l'excision, c'est lui qui a lancé le premier la lutte contre l'excision. Les femmes chez nous sont numériquement les plus nombreuses, mais du point de vue de la participation à la vie nationale, à la gestion des affaires, elles sont laissées pour compte. Nous avons pris des mesures pour montrer que nous accordons cette importance à la femme. Épanouissement du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soient à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché. Les hommes chez nous ne font pas le marché. C'est une déchéance. Et ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Chacun de nous ici a été élevé dans le sentiment que parce qu'il est homme, il est d'office, il est d'emblée supérieur à tout ce qui est femme. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur force physique, leur intelligence. Nous avons nommé des femmes à des postes de responsabilité. Dans notre premier gouvernement, nous avions une femme. On nous a dit, oui, c'est bien, vous parlez beaucoup des femmes, mais enfin, on ne voit qu'une femme. C'est un alibi, c'est une femme alibi que vous aviez utilisée. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait du chemin. Nous avons dans notre gouvernement 3 femmes ministres. Essor familial et solidarité nationale, sport et loisirs. Le budget, c'est une question qui est permanemment, quotidiennement importante. En tout cas, cette femme qui est au budget, comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'elle prenait fonction, elle se trouve dans le portefeuille de tous les hommes ici. Nous avons fait cela, nous avons nommé des femmes hauts commissaires qui commandent, qui dirigent des provinces au même titre que des hommes. Il y en a 4 en ce moment. Nous avons nommé des femmes à des postes de direction générale de grandes sociétés de la place. Et cela fonctionne très bien. Les femmes commencent à se dire, mais tiens, ce Conseil national de la Révolution, il est vraiment au sérieux pour la promotion de la femme. Et c'est elle-même qui nous propose maintenant les femmes qu'elles estiment capables. Camarade directeur des services, camarade secrétaire. Il montre également l'exemple par son train de vie. Il touche 3300 francs français de l'époque. On dit à l'époque que c'est le président le plus pauvre du monde. Et surtout, il inaugure une chose qui est devenue aujourd'hui, qui fait aujourd'hui partie de la culture de tous les États, la déclaration des biens des dirigeants. Sankara, il le fait déjà en 83. Comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Et donc, si l'exemple ne vient pas d'en haut, il est difficile de mener efficacement la lutte contre la corruption. Et je peux dire que sur ce plan, jamais le Burkina n'a engrangé autant d'acquis dans la lutte contre la corruption que sous la révolution burkinabé. Il fait des choix économiques. Il dit que le sous-développement n'est pas une fatalité si on fait les choix qu'il faut. Et ces choix, il les résume dans une phrase très forte. Il dit il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Il y avait eu la génération qui avait lutté contre le colonialisme. Sankara fait partie de la nouvelle génération, puisqu'il était extrêmement jeune, la génération qui s'oppose au néolibéralisme, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, parce que ce n'est pas contre la souveraineté et l'indépendance du pays qui est acquise, mais contre la souveraineté économique, ou la souveraineté alimentaire, ou la souveraineté en matière de production.
Et c'est dans cette perspective qu'il avait lancé son idée de produire burkinabé, consommer burkinabé. Un peu une idée qui était celle de Gandhi, finalement, en Inde. Thomas Sankara s'est inscrit dans cette tradition de la résistance active par le boycottage, en quelque sorte, économique et par la transformation de l'économie. Il refusait les aides qui étaient conditionnées, que ce soit aussi bien des pays dits socialistes que du Fonds monétaire international. Et donc la seule ressource qu'il avait, à part quelques aides extérieures, c'était le travail de son peuple. Pendant la Révolution, pratiquement dans la plupart des cours à Ouagadougou, on voyait des femmes qui s'étaient mises à tisser alors pour fabriquer les habits traditionnels qu'on appelle le faso d'Anfani. On a là un produit qui permet de développer les revenus des agriculteurs et de développer un marché national. Donc si on veut développer une production locale, c'est-à-dire créer des emplois, développer des revenus sur les agriculteurs, il faut aussi que ça soit vendu sur place. Donc on développe la production de coton, on crée des emplois en faisant en sorte et une certaine indépendance de femmes en leur donnant un emploi et un revenu. On crée l'obligation que les fonctionnaires d'acheter ces habits et de les mettre 2 fois par semaine. Donc voilà qui crée des mécontentements, mais en même temps on se dit il est difficile de faire autrement. Cette journée est importante pour de nombreux enfants de votre pays et du mien. En Suisse, des milliers de personnes se sont mobilisées pour réunir les fonds nécessaires à la création de ce bâtiment. Le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, demeure l'un des pays les plus pauvres de la planète. Thomas Sankara ne peut donc refuser toutes les aides. Comme ici, lors de l'inauguration de cet hôpital, il accepte celles émanant des organisations non gouvernementales qui, elles, ne sont pas conditionnées. Afin d'être toujours prêt pour la défense de notre patrie. Bâtissons la Volta, ne la trahissons pas. Travaillons dans nos plaines, nos usines, élevons nos troupeaux. C'est là la dignité, la personnalité. La révolution burkinabé, il y a des progrès importants qui ont été enregistrés en matière d'éducation. Par exemple, le taux de scolarisation a été pratiquement doublé en 2-3 ans par ce régime-là. Également, sur le plan sanitaire, beaucoup d'investissements ont été faits pour assurer une couverture vaccinale au maximum d'enfants, pour construire également des postes de santé primaires. On a réussi à faire une couverture de 9000 hectares de sites anti-érosifs. De 1960 à 1983, par an, on ne faisait qu'une couverture de 300 hectares. Et enfin, nous sommes dans un pays sahélien, désertique. On a construit quand même 32 barrages. En 4 ans de gestion du pouvoir révolutionnaire, on a construit 32 barrages contre 20 de 1960 à 1983. La révolution s'attaque aussi aux problèmes de sécheresse qui frappent les habitants installés sur les terres arides du Sahel. Pierre par pierre, à main nue, en construisant des barrages, les villageois prennent en charge leur propre destin. Il y a des retenues d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs, ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire. Nous les avons réalisés de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Il y a des logements qui ont été construits, 500 villas en 4 mois. Nous avons fait la restructuration du commerce, de l'économie, des dispositions sur le plan militaire également pour notre sécurité, faire en sorte que le peuple participe à sa propre défense et que l'armée ne soit plus un groupe d'individus peut-être spécialisés qui, ayant appris le métier des armes,
aurait pour lui et lui seul le contrôle de ses armes. Tous ces actes ont été posés. Mais le plus important, je crois, c'est le fait d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement. Il peut s'asseoir et écrire son bonheur. Il peut dire ce qu'il désire. Et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Cela a été très, très, très déterminant dans ce pays-là. Tous les enfants de mon âge étaient des pionniers. Et le message, c'était quoi? Pionniers, oser lutter, savoir vaincre, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'était le slogan, et on était tous dans le mouvement. Sankara, en quelque sorte, s'est inscrit dans la tradition des libérateurs de l'Afrique. Il y avait eu la première génération de des grands leaders. Il a voulu inscrire Burkina Faso comme un pays où la révolution africaine se prolongeait, en quelque sorte. Thomas Sankara, plus que quiconque d'ailleurs, était conscient d'une chose. La révolution burkinabé ne pouvait pas avoir d'avenir tant qu'elle resterait enfermée par tous les autres. Parce que tous les pays autour de nous n'étaient pas sur la même orientation. Et si nous ne travaillons pas à amener les peuples des pays, notamment voisins, à se prendre en charge eux-mêmes, à un moment donné ou l'autre, nous allons être étouffés. Cette révolution à la fois culturelle et économique n'est pas du goût de tout le monde. En Côte d'Ivoire, au Togo ou au Sénégal, pays encore sous très forte influence française, on craint la contagion sankarienne et on se demande comment l'arrêter. D'autres dirigeants africains qui se disent marxistes, révolutionnaires, n'apprécient guère ce jeune capitaine donneur de leçons d'honnêteté, d'intégrité et qui les interpelle en public ou à la télévision. Thomas Sankara en effet les accuse de se cacher derrière des mots, une idéologie et de vider les caisses de l'État à leur seul profit. Peu à peu, en Afrique et sur le plan international, Sankara finit par s'isoler. La révolution avançait sur certains plans de réalisation très vite, sans qu'il n'y ait de pause, etc. Parce que l'homme était convaincu qu'il se peut que demain, il ne soit plus là. Il impulsait non seulement dans tous les ministères, mais aussi autour de lui, il impulsait un rythme de travail qui était très difficile à suivre. Lui-même dormait très peu la nuit, il travaillait énormément, lisait beaucoup. Et si les gens étaient théoriquement d'accord avec la révolution, le fait de travailler avec une telle intensité, c'était pas toujours facile. En plus, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des dégagements dans la fonction publique. Il y en a eu parce que les gens n'allaient pas à leur travail, parce qu'ils avaient détourné de l'argent. Il y a eu aussi des dégagements politiques, des règlements de comptes politiques à travers les différents groupes politiques qui soutenaient la révolution. Donc tout ça créait un mécontentement. Sankara avait décidé qu'il fallait faire une certaine pause. C'était perceptible dans une circulaire où il avait dit qu'il fallait réintégrer des fonctionnaires. Et il avait plus ou moins employé le mot rectification, je crois que sous un autre terme, dans un discours qu'il avait fait en août. En tout cas, selon la prévision de ceux qui ont tué Sankara le 15 octobre, il devait procéder à sa liquidation ce jour-là là-bas. Mais des compagnons de Sankara, militaires comme civils, ayant été au courant, se sont organisés de telle façon aussi à ce que cela ne puisse se faire. Donc, ça n'a été que partie remise. Les sabotages économiques, les campagnes de dénigrement, la corruption, les provocations de toutes sortes, les chantages, comme les menaces, sont autant de manœuvres de l'ennemi qu'il nous a été donné de connaître et d'affronter durant ces 4 années de lutte révolutionnaire. L'adversité, nous l'avons aussi connue de l'intérieur de notre Burkina Faso bien-aimé, dans nos propres rangs, dans le camp de la révolution. Et il nous faudra plus de courage, plus de conviction et plus de détermination pour poursuivre la marche en avant. Mais cette conviction et cette détermination découleront en partie de ce que nous aurons tiré comme enseignement de notre expérience de 4 années de lutte. Et c'est pourquoi il nous faudra faire en l'an 5 de notre révolution une année de bilan
C'est vrai, dans le proche passé, nous avons parfois commis des erreurs. Cela ne devra plus se produire sur la terre sacrée du Faso. Il doit y avoir de la place dans le cœur de chacun de nous pour ceux qui ne sont pas encore parfaitement en harmonie avec le discours d'orientation politique et les objectifs de notre plan quinquennal. Ce sera à nous d'aller à eux et de les gagner à la cause révolutionnaire du peuple. Persévérance, tolérance, critique des autres, critique de nous-mêmes, voilà le difficile combat. D'un côté, il y a Sankara qui croit dans ce qu'il dit, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont venus au pouvoir pour faire autre chose. Et à un moment donné, la contradiction s'accentue. Sankara veut aller plus loin, et eux, ils veulent freiner. Ils veulent jouir du pouvoir. Sankara veut partager le pouvoir avec les citoyens, faire en sorte que les citoyens soient dépositaires du pouvoir. Il y a eu un climat délétère. Il y avait des traques, il y avait des suspicions. Il était clair, tout le monde savait, même l'homme de la rue savait qu'au sommet, ça n'allait pas. Et qu'il y a deux clans. Un clan dirigé par Blaise, un autre par Sankara. C'était évident. Sa volonté de changer la vie, de transformer son pays, font qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas vues, qui étaient pourtant évidentes par rapport au comportement d'un certain nombre de ses compagnons immédiats, d'ailleurs. Parce que nous avons un adage ici qui dit que ce n'est pas parce que nous dormons sur la même natte que nous faisons les mêmes rêves. Non seulement je le lui disais en tant que frère, mais en tant que ministre aussi. Je lui portais toutes les informations qui me parvenaient. Mais il y a aussi des informations venant de l'extérieur. Et la situation était extrêmement dangereuse. Et qu'il soit conscient du danger, là, il n'y a pas de doute à cela. Hein. Et il y a un groupe d'officiers qui est allé voir Thomas pour lui demander de réagir. Il a dit non, lui, il ne réagira pas contre Blaise. Parce que de toute façon, le peuple ne comprendrait rien. Qu'est-ce qu'il allait expliquer? Donc, il est prêt, il a dit qu'il est prêt à subir ce qui peut lui arriver. Mais il n'a jamais dit expressément il va m'assassiner ou quelque chose comme ça. Non. Il dit que même s'il va m'assassiner, moi, je ne réagirai pas contre lui. Et vous aussi, je vous interdis de toucher à un seul cheveu de Blaise. Si vous me désobéissez et vous tuez Blaise, c'est moi qui vais vous faire fusiller sur la place de la Révolution. Et ensuite, je rends ma démission. Quand j'ai vu Sankara en septembre, on pouvait déjà voir au fond de ses yeux la tristesse. Comme si, au fond de lui, il se disait que l'échec était déjà consommé. Sankara, avant, c'était l'enthousiasme. Quand on le voyait dans ses yeux, dans son sourire, il y avait l'enthousiasme de quelqu'un qui est porté par un rêve, de quelqu'un qui a une conviction et qui est vraiment en train de changer le monde. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on les arrête et qu'on les fusille? Je ne le ferai jamais parce que je ne serai pas celui par lequel on dira que la révolution mange ses enfants. Beaucoup de personnes et de personnalités sont passées en famille pour demander au père d'intervenir auprès de Thomas parce que c'était la dernière issue pour contrecarrer ce qui se préparait, qui était visible. Thomas est venu. Quand il est arrivé, il a démenti, il a dit non, on ne doit pas nous inquiéter qu'il n'y a rien. Que même lui couché là, personne n'ose monter sur lui. Lui qui connaissait mieux que quiconque, Blaise, pouvait le penser. Mais il ne le disait pas. La personne avec laquelle il a tout commencé, que cette personne se soit éloignée de lui, pour lui c'est déjà un échec, c'est déjà la mort de la Révolution. Donc quelque part, qu'il soit assassiné physiquement, cela ne change rien pour lui. Je crois qu'ils ont eu un entretien. Ça aurait pu quand même calmer la situation. Oui, mais là, s'en tenir à cela, ce n'est pas tenir compte des camps, des deux camps. Parce que de chaque côté, chacun poussait son bonhomme pour qu'il agisse. À l'intérieur même du pays, l'état de grâce dont a bénéficié la Révolution semble bien loin.
Les réformes, trop rapides, mal comprises, commencent à agacer fonctionnaires, syndicats, chefs coutumiers. À l'extérieur, la France, notamment avec l'appui de son allié la Côte d'Ivoire, joue sur les divergences palpables entre la droite et l'extrême gauche du Conseil national de la Révolution. Tout est alors prêt pour passer à l'action. « 15 octobre 1987. Il est un peu plus de 16 heures. Thomas Sankara roule dans sa Renault 5. Le 15 octobre devait se retrouver l'organe exécutif de la Révolution, ce qui s'appelait le Conseil national de la Révolution. Il devait se retrouver en réunion dans la nuit justement pour poser en débat les contradictions qui étaient de plus en plus évidentes, qui étaient dans la rue, entre deux courants idéologiques au sein de cette révolution. Des compagnons, étant conscients de cela, s'étaient préparés et avaient préparé leurs troupes aussi pour venir à cette réunion. Ce que d'aucuns laissaient entendre, notamment de la part de Boukari Kaboré, si Sankara ne veut pas prendre ses responsabilités à cette réunion, eux vont le prendre à sa place, quitte à arrêter et Sankara et Blaise et les mettre en marche parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Thomas Sankara est nerveux mais pas inquiet. Il arrive au Conseil de l'Entente en survêtement car comme chaque jeudi, il vient de participer à la journée de sport de masse décidée par la Révolution. 13 de ses plus proches collaborateurs l'attendent dans la salle de réunion. Il y a une voiture dans laquelle ont embarqué 6 à 7 personnes. Arrivé au niveau de la maison où se tenait la réunion dirigée par Sankara. À peine on avait commencé nos rencontres. On commence à tirer. J'étais au travail ce jour. Une de mes collègues qui me disait qu'on entend des coups de fusil. On joue au ballon, c'était un jeudi soir et il y a des rafales, il y a de la poussière partout en ville, les gens qui fuient et tout. Je suis passé vers la présidence, j'ai vu un des militaires qui avait retourné son béret. Il avait retourné peut-être sa veste. Dès que Sankara a entendu ces coups de feu, il a dit aux autres de ne pas bouger. Il leur dit, non, restez là, c'est moi qu'ils sont venus chercher. Et il sort, il va au-devant de ces assassins. Il est sorti, il met en l'air, ça je peux vous le dire. Et dès qu'il est sorti de la salle, il a été exécuté. Et quand il a été exécuté, les exécutants sont rentrés dans la salle, ils ont tiré sur tout le monde. Sankara et 13 de ses conseillers sont abattus. Un seul, Alouna Traoré, laissé pour mort, survivra. Je vais vous faire des confidences rapidement. Le calendrier s'est arrêté pour moi pendant 3 ans. Un monsieur du protocole qui est venu me prendre, et mes enfants étaient déjà dans la voiture. Donc il me dit de rentrer, je suis rentrée. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, maman, je n'ai pas eu beaucoup d'explications. Donc cette personne m'a amenée chez des amis. Je suis restée là-bas, je n'avais aucune nouvelle.
Je suis allé à ma permanence CDR. Toute la nuit, discussion avec un certain nombre de CDR. Il y en a qui disaient oui, bon. Et c'est là que nous avons entendu le premier communiqué. Les différentes instances étaient, et responsables des instances étaient démis de leurs fonctions. Donc le communiqué était signé, capitaine Blaise Compaoré. Tout le monde avait les yeux hagards, pourvu que le PF, le président du Faso, soit vivant, pourvu qu'il ne l'ait pas tué. J'ai moi-même fait ma petite conclusion. Je me suis dit, si ça vient de Blaise Compaoré, c'est sûr qu'il a été, Thomas a été assassiné, quoi. Et ce n'est que le lendemain que j'ai appris par la radio que Thomas a été assassiné. C'est les radios étrangères qui ont passé l'information comme quoi Thomas Sankara avait été assassiné. Et personne n'a voulu croire en ça. Tout le monde pensait au coup d'État. Mais véritablement, on ne pensait pas qu'il y aurait des assassinats en masse comme cela a été le cas le 15 octobre. Le scénario le plus imaginé était qu'il arrête Sankara et demande à la population, aux CDR et autres de rester tranquilles. Et à ce moment-là, peut-être, si les CDR désobéissaient, à ce moment, peut-être qu'ils pourraient être passés par les armes. Les gens étaient violentés dans leur conscience en apprenant que Sankara est mort. Et pire, a été exécuté par son frère, Brutus et César. Beaucoup de gens se sont rendus au cimetière, se sont rendus compte du petit papier et de la brindille, la petite tige qui soutenait ce papier-là sur une petite monticule de terre qui faisait office de tombe. Ça faisait environ 1,20 m. Donc on imaginait un peu dans quel état étaient les corps. Il y a des gens qui ont accédé, qui ont pris le pouvoir avec lui le 4 août 83, mais qui rêvaient, parce qu'ils ont le pouvoir, d'avoir aussi, comment dirais-je, les honneurs et les bienfaits du pouvoir. Et du même coup, le comportement et la pratique de Thomas Sankara étouffaient leurs rêves. Ceux qui ont eu intérêt à mettre fin au processus révolutionnaire au Burkina ont compris cela et ont vu cela en Blaise Compaoré, ce qui a été relativement facile à le désigner comme l'homme qui allait commettre cet acte, allait poser cet acte ignoble. On ne choisit pas n'importe qui pour faire une telle basse besogne, quoi. L'élimination de Sankara a été pensée et prévue par les services français. Pour nous, ça n'a fait aucun doute, puisque Sankara, sur plusieurs points, allait à l'encontre des intérêts de la France-Afrique. Focard, dans ses mémoires, ne dit à aucun moment, évidemment, j'ai donné l'ordre d'assassiner un tel. Ça va de soi. Mais tout ce qu'il montre par ailleurs montre qu'il tirait toutes les ficelles. Mitterrand a eu ses réseaux, mais les réseaux avant Mitterrand, c'était Focard, et après Mitterrand aussi d'ailleurs, puisqu'il a repris les réseaux pour Jacques Chirac. Il gênait tous les gouvernements de la France-Afrique, de par d'abord uniquement sa lutte sans limite contre la corruption, ce qui est une pétaudière dans n'importe quel de ces pays. La suite des événements l'a montré, puisque Compaoré a réintégré le giron des pays africains amis de la France. Il s'est réconcilié avec Houphouët-Boigny, il a repris le style des chefs d'État amis de la France. Il y a eu une normalisation avec lui de la politique burkinabé. Le précaré français, même si s'est effrité un peu, existe toujours. Et que Houphouët n'étant plus là, la France a trouvé un remplaçant à la personne de Blaise Compaoré, qui joue aujourd'hui le rôle du garant des intérêts de ce précaré-là dans la sous-région. Le modèle lancé par Thomas Sankara, ce modèle de transformation, d'indépendance, d'autonomie
économique et politique. Ce retournement d'alliance, bien entendu, que signifiait également la révolution sankarienne, ne pouvait pas plaire, par exemple, bien sûr, à Paris, qui conduisait à l'époque une politique africaine très musclée, cherchant à avoir à tout prix des gouvernements dociles, pouvait finir par se répandre comme modèle dans des pays voisins, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, enfin dans le Sahel. Et bien entendu, ce sont des régions qui, déjà à l'époque, étaient des régions soumises à une très grande surveillance, contrainte, mainmise soit des anciennes puissances coloniales, soit, bien entendu, de puissances comme les États-Unis qui surveillaient déjà cette région. Au début du nouveau millénaire, Blaise Compaoré est toujours au pouvoir. Il a lancé le programme dit de rectification. 20 ans après, que reste-t-il des idéaux de la Révolution? Qu'en est-il de cette fameuse rectification? Certaines réponses données aujourd'hui attestent de l'abandon de l'esprit de la révolution sankarienne au profit d'intérêts partisans et financiers bien peu glorieux. C'est sur le site internet de l'ONU que l'on voit des parties traitant de l'implication du Burkina dans le trafic d'armements et de diamants en Angola. Vous avez des rapports officiels internationaux qui traitent également de l'implication du Burkina dans les atrocités au Libéria, en Sierra Leone. Vous avez un régime qui est là, qui depuis l'assassinat de Thomas Sankara s'est spécialisé dans les troubles, je préfère ce terme flou, dans les troubles dans beaucoup de pays. La crise qui est née en Côte d'Ivoire, l'attaque du 19 septembre est bel et bien partie du Burkina. Mais le Burkina ne peut pas former des rebelles. Le Burkina ne peut pas introduire des armes en Côte d'Ivoire à l'insu de la France. Ce n'est pas possible. Chaque fois qu'il y a des dénonciations ou des sanctions concernant le Burkina ou Blaise Compaoré, la France, dans les instances décisionnelles internationales, prend toujours la défense de Blaise. Qui, de l'intérieur ou de l'extérieur du Burkina Faso, a commandité l'assassinat de Thomas Sankara? Quand et pourquoi? Autant de questions restées sans réponse puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête officielle. En 1997 pourtant, soit 10 ans après sa mort, la famille de Sankara entame au Burkina Faso de multiples procédures judiciaires pour obtenir la vérité et la justice. Face à l'obstruction des différentes instances burkinabées, elle porte l'affaire devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Le 28 mars 2006, celui-ci rend une décision historique. Il donne raison à l'épouse de Thomas Sankara et au collectif juridique international Justice pour Sankara. Les autorités du Burkina Faso ont 90 jours pour ouvrir une enquête, élucider et établir les conditions de la mort de Thomas Sankara, rectifier le certificat de décès qui évoque toujours une mort naturelle. Le pouvoir burkinabé doit également préciser le lieu où se trouve la dépouille, indemniser la famille et rendre publique la décision. Pour toute réponse, Blaise Compaoré signe un décret modifiant l'acte de décès et propose près de 65 000 € d'indemnité en échange de l'arrêt de toute procédure. Offre refusée par Mariam Philippe et Auguste Sankara. Soutenus par leurs amis et avocats, ils continuent aujourd'hui de réclamer justice et vérité. Pour tous les citoyens à travers le monde qui exigent une justice, qui refusent le déni de justice, il est pour le moins paradoxal, voire scandaleux, qu'un chef d'État accusé d'un assassinat demeure au pouvoir, soit reconnu sur le plan international, alors que toute la lumière n'a pas été faite sur ce crime. Moi, j'attends qu'on fasse la vérité sur son assassinat. Parce que pour quelqu'un qui s'est vraiment sacrifié pour ce pays, on dit que... je ne peux pas dire comme tout le monde qu'il n'a pas fait des erreurs. Il a fait des erreurs, mais il a vraiment voulu le bonheur de ce pays, le développement de ce pays. Il s'est donné, toute personne qui l'a approché sait que c'était quelqu'un qui était sincère, qui travaillait pour son pays.
Moi, je dis, si les Français sont fiers du général de Gaulle, moi, en tant que Burkinabé, je dois être fier de Thomas Sankara. J'ai composé des chansons sur lui. Et chaque fois que j'ai des émissions sur la radio, je n'hésite pas à citer Thomas Sankara. Je n'hésite pas à le citer aux côtés de gens comme Mahatma Gandhi, comme Martin Luther King, comme Malcolm X, des gens qui ont rêvé pour l'humanité. Thomas Sankara, c'est l'idole des jeunes. Et il n'a pas été atteint par l'usure du pouvoir. Il a suscité un espoir, il a porté cet espoir. Et quand un jeune continue à dire la patrie ou la mort, ils se reconnaissent à travers lui. Les idées de Sankara demeurent non seulement enracinées dans tous ceux et toutes celles qui, au Burkina Faso, souhaitent de nouveaux changements et d'autres changements, mais aussi à l'échelle de l'Afrique, voire ailleurs. C'est donc un héritage idéologique et politique qui se maintient et que finalement son assassinat n'a pas pu réduire, car on ne tue pas les idées. Ce vendredi, le vieux, parce que c'est comme ça on l'appelle en famille, est parti ce matin. Celui-là, grâce à qui nous avons pu avoir un fils digne, le capitaine Thomas Sankara, qui a voulu enseigner des valeurs, qui, parce qu'il a voulu enseigner l'intégrité et la dignité, n'a pas été compris par les rapaces, les voraces, les chacals, qui se sont empressés de l'éliminer, de l'assassiner. Et si Sankara a été un homme digne, un homme d'intégrité, c'est parce qu'il a eu un père qui lui a enseigné ces valeurs-là. Alors papa, depuis ta retraite dans la vallée de Zion, allez, on dira tout simplement bon voyage papa.